Bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence autour des technologies conversationnelles et des chatbots. Je suis Salim Berny, je suis directeur général de Clévy et je suis accompagné de Maxence Blancard qui va se présenter aussi de Smile, et on est ravis de vous accueillir pour cette conférence qui va durer à peu près 40 minutes, qu'on a voulu plutôt brève et orientée cas d'usage. On va en parler. Les chatbots, on en parle depuis longtemps. Il y a eu des tendances, des contre-tendances, des grosses tendances, mais il y a quelque chose qu'on observe aujourd'hui, c'est que depuis un an, il y a une grosse accélération de cette technologie sur pas mal de cas d'usage. Et du coup, on va se profiter de ces 40 minutes pour pouvoir en parler un petit peu plus. Aujourd'hui, donc en introduction, on va vous présenter qui nous sommes, donc qui est Clévy et qui est Smile, et qui sont Salim et Maxence. Et ensuite, on va donc vous parler, vous présenter d'abord qu'est-ce qu'un chatbot, parce que même si c'est une technologie qui est de plus en plus utilisée, on se rend compte quand on fait des études qu'elle est quand même encore assez méconnue du grand public et des fonctions d'entreprise. On va parler un peu des tendances aussi technologiques de ces chatbots, et on va finir par les cas d'usage dans lesquels les chatbots sont utilisés en entreprise et pour aider des entreprises à parfaire leur transformation digitale. Ça va durer à peu près 25 minutes, ce qui nous donnera l'occasion de passer 10 minutes sur des questions-réponses. Du coup, n'hésitez pas à écrire vos questions pendant l'événement, et puis on les traitera à la fin de cette présentation. Donc bonjour, je me représente, Maxence Blancard. Donc moi je suis consultant digital et e-commerce au sein de Smile. Et donc pour vous présenter très rapidement Smile c'est à peu près 30 années d'expérience dans le digital et surtout l'open source. C'est aussi 1700 collaborateurs répartis dans 15 agences et 7 pays, et notamment la Suisse. Et on réalise aujourd'hui plus de 300 projets par an pour un chiffre d'affaires de 125 millions d'euros. Notre activité aujourd'hui, elle se répartit autour de 4 grands pôles, le web et le e-commerce, les objets connectés, l'hébergement et le cloud, et enfin les applications métiers, avec en complément un pôle conseil et innovation qui gravite autour de ces offres et qui amène un peu de lien. Concernant notre sujet du jour, c'est d'ailleurs notre pôle innovation qui a en premier lieu testé les différentes solutions et qui a suivi aussi leurs évolutions. On a pu, au cours des dernières années, réaliser des essais internes d'abord, puis des POC avec certains de nos clients pour enfin réaliser des projets de plus grande envergure. C'est d'ailleurs lors de ces projets que nous avons pu échanger avec différents éditeurs, voir les évolutions et aussi en voir arriver de nouveaux, tels que Clévy. Aujourd'hui, le chatbot arrive à maturité chez nous. Nous avons pu industrialiser leur mise en place, mais aussi avec la mise en place de notre partenariat privilégié avec Clévy, qui partage beaucoup de nos valeurs, notamment sur l'open source. Merci Maxence. Et du coup, donc, je vais pouvoir présenter Clévy, qui a un peu moins de collaborateurs et un peu moins de chiffre d'affaires, mais qui est une entreprise très, très intéressante. Donc Clévy, on est une entreprise française qui est spécialisée dans les technologies conversationnelles. Technologie conversationnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'ensemble des solutions, des technologies, des algorithmes qui permettent de créer des robots conversationnels ou des assistants conversationnels. Donc chatbot, donc c'est un robot conversationnel sur une fenêtre de chat, ou leur équivalent en vocal, voicebot, ou en téléphone, callbot. Donc notre expertise, elle a commencé il y a un peu plus de 4 ans, et aujourd'hui, on a plus de 150 chatbots qui sont en production. On travaille majoritairement avec des grands comptes et avec le service public. On est très orienté aussi service public. Et nos activités sont divisées en 2 grosses expertises. On a une expertise dans laquelle on est éditeur de logiciels, et du coup, on développe des plateformes
qui permettent à nos clients de pouvoir donc construire et déployer très simplement et maintenir sur la durée des chatbots sur tout cas d'usage, aider de nos partenaires sur le paramétrage et l'intégration de ces chatbots dans les SI de nos clients, parce que une des grosses nouveautés en 2021, on va pour le voir, c'est qu'aujourd'hui, les chatbots sont interopérables au SI et du coup, ils vont se connecter au SI pour pouvoir automatiser pas seulement la réponse à des questions, mais des process. Notre deuxième expertise, et j'en parlerai un petit peu moins, mais c'est quand même important parce que c'est aussi pour ça qu'on a des bons atomes crochus avec Smile, c'est qu'on a un acteur open source. On a créé un langage de programmation qui s'appelle le CSML, ou Conversational Standard Meta Language, qui est dédié à la création d'expériences on-machine qui sont hyper riches et qui permet de connecter un chatbot à n'importe quel système d'information pour pouvoir avoir, par exemple, en B2C, un chatbot qui vous permet directement de réserver un billet de train ou d'acheter se connecter à un Shopify, ou en interne sur un chatbot RH, de poser directement vos congés dans vos SIRH. Sur ces belles paroles, du coup, donc, les technologies conversationnelles, qu'est-ce que c'est? C'est un mot un petit peu pompeux, mais pour pouvoir expliquer un concept qui n'est pas nouveau, qui date des années 50. Le concept de chatbot, il a été créé par Alan Turing, le mathématicien, en 1950. Et pour information, le premier chatbot fonctionnel, c'était un chatbot de recherche qui s'appelait Elisa en 1966, qui a été créé au MIT, qui était un chatbot psychologue. En gros, on lui posait des questions et le chatbot nous répondait, basé sur des premiers algorithmes ou simili-algorithmes de compréhension du langage. Un chatbot, c'est un robot dialogueur. C'est un robot qui peut dialoguer avec des individus par le biais d'un service de conversation automatisé. Du coup, on parle via une interface de chat à quelqu'un, sauf que c'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un, c'est soit un programme informatique. Derrière les chatbots, il y a un ensemble de technologies, mais en gros, on peut les catégoriser en deux grosses donc briques technologiques. Ils sont soit basés sur ce qu'on appelle des arbres de scénarios prédéfinis, et du coup, vous avez des chatbots qui vont pouvoir vous emmener de manière descendante une trajectoire conversationnelle en vous disant comment vas-tu, et en vous présentant des choix prédéfinis. Donc, un bouton « je vais bien »,« je ne vais pas bien ». Si vous dites « je vais bien », il va vous dire « ah, ça fait plaisir ». Et il va continuer à interagir avec vous. Donc ça, c'est une première manière de créer des chatbots en créant des arbres de scénarios et des boutons et des interfaces qui sont prédéfinis et cliquables. La deuxième manière de créer des chatbots, les deux peuvent être mixés, mais la deuxième grande manière de les créer, c'est en se basant sur des algorithmes de compréhension du langage. Donc ça, la NLP, donc Natural Language Processing, c'est un pan de l'intelligence artificielle. C'est le fait de créer des algorithmes qui peuvent comprendre le langage humain pour pouvoir créer des chatbots qui sont beaucoup plus naturels et avec lesquels on peut interagir en écrivant des phrases. Ils vont comprendre ces phrases et ils vont prendre des décisions derrière en fonction de ce qu'ils ont compris. Donc aujourd'hui, une des raisons, on va le voir, pour lesquelles ces chatbots sont de plus en plus matures, c'est parce que cette partie de la technologie, la NLP et l'IA, ont fait des sauts quantiques dans les dernières années. Du coup, donc comme j'en parlais, les chatbots, donc ça date des années 50. Du coup, la question un peu légitime, c'est qu'est-ce qui a changé en 2021 ou en 2020 donc, pourquoi aujourd'hui on en parle de plus en plus? On en parle de plus en plus aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on est arrivé à un point d'inflexion qui est la résultante, le croisement de trois points d'inflexion différents. Le premier, c'est une maturité des usages des interfaces de chat. Aujourd'hui, on n'a jamais autant utilisé, nous, en tant que consommateurs finaux, des interfaces de chat. 42 millions de messages échangés sur WhatsApp en 1 minute. 20 milliards de messages échangés entre entreprises et utilisateurs chaque mois sur Facebook Messenger. Et je ne vous parle pas des autres WeChat en Chine qui devient le plus gros canal soit de communication avec des marques. Je ne vous parle pas de Microsoft Teams qu'on utilise presque tous en entreprise dans lesquelles on chatte avec nos clients. Tout ça pour dire que une des raisons pour lesquelles les chatbots sont plus matures, c'est aussi parce que les interfaces de chat sur lesquelles ils sont mis à disposition sont beaucoup plus utilisées et on a plus l'habitude de les utiliser. Deuxième point d'inflexion, c'est l'intelligence artificielle. Comme je le disais, la NLP, donc la compréhension, les algorithmes de compréhension du langage, ont fait des sauts quantiques depuis quelques années. Entre 1970 et on va dire 2015,
La grosse recherche a commencé dans les années 70 à Stanford. Les algorithmes de compréhension du langage étaient basés à peu près sur les mêmes directions de recherche qui venaient de la linguistique et de la statistique et avaient une sorte de plafond de verre qui faisait que ils étaient performants quand ils étaient très entraînés. Du coup, sur des verticales, donc quand on savait quoi chercher, ben, on le trouvait. Mais ils n'étaient pas très performants. Ils faisaient des erreurs. Et du coup, on a tous eu, pour le coup, l'expérience, j'imagine, sur des chatbots de 2015, 2016, 2017, sur des sites, de poser une question. Le chatbot qui nous répond à côté, ça nous énerve un peu, on commence à insulter. Mais depuis quelques années, pour le coup, il y a des nouvelles approches très intéressantes. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que c'est très technique, mais du deep learning, on appelle ça des transformers, c'est des modèles linguistiques d'apprentissage profond qui permettent d'avoir des performances en termes de compréhension du langage qui sont vraiment incomparables. Je vous ai donné donc deux exemples, donc BERT qui est un modèle qui a été créé par Apple et GPT-3 qui est un modèle qui a été créé par OpenAI, qui sont des modèles qui sont entraînés sur des milliards de data et qui commencent à devenir extrêmement performants dans la compréhension du langage. Donc les deux premiers points d'inflexion pour lesquels les chatbots sont de plus en plus performants à utiliser, c'est donc usage, donc pour le coup le messaging et les interfaces de chat sont de plus en plus utilisées, les technologies sous-jacentes sont de plus en plus performantes et en plus de ça, on est aujourd'hui, depuis quelques années, la direction que prend la technologie, c'est l'interopérabilité. Interopérabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors que dans les années 80, tous les éditeurs de logiciels créaient leur propre logiciel qui était fermé et ils voulaient vraiment sécuriser le fait que leur usage, ça soit leur usage, leur fonctionnalité, ça soit leur fonctionnalité. Aujourd'hui, tous les éditeurs se rendent compte que on peut pas être le meilleur de tout. Et du coup, l'attente de vous, qui êtes les clients, qui êtes les décideurs, donc de technologie et d'innovation, les directeurs métiers dans les entreprises, c'est d'être en mesure de pouvoir brancher différents éditeurs et différentes technologies pour pouvoir offrir des nouveaux usages qui sont intégrés et interopérables. Et du coup, tous les éditeurs commencent à développer des API, donc des moyens d'interfacer n'importe quelle solution avec leur logiciel. Quand je dis tous, pas encore, mais en tout cas, c'est une tendance qu'on voit apparaître. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, on est de plus en plus en capacité de proposer des chatbots qui comprennent mieux ce que vous dites, qui ont plus d'usage parce que les gens ont plus l'habitude d'aller sur des fenêtres de chat, et en plus, qui vont passer ce niveau juste zéro de questions-réponses, mais qui vont vous permettre, par exemple, sur un chatbot Terra, je vais vous montrer l'exemple tout à l'heure, d'être connecté au système de GTA, donc gestion de congé, système de paye, pour avoir des vrais assistants, des séries de l'entreprise qui vont pouvoir, en plus de ça, réaliser des actions automatisées dans des logiciels. Ça, c'est juste pour vous montrer un peu ce que ça donne entre les chatbots d'origine en version. Bon, on n'a pas été très gentil parce qu'en plus, on les a mis en gris, du coup, ça fait un peu vieillissant. Mais en tout cas, les chatbots d'origine qui étaient vraiment basés sur en fait, des arbres de scénarios préparamétrés, qui sont aussi efficients parce qu'ils permettent quand même de traiter une certaine partie des questions récurrentes ou des interactions récurrentes de fonctions support. Et aujourd'hui, des interactions et des programmes et des expériences on est en mesure de proposer à nos clients qui sont beaucoup plus naturelles, avec du langage naturel et qui sont en capacité de réaliser des actions sur des technologies tiers. Cette slide, c'est l'exemple de slide qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire une slide extrêmement chargée avec beaucoup de texte. Du coup, je vais vous demander plutôt de regarder ce qui est à gauche. Mais tout ça pour dire que les technologies conversationnelles et les chatbots aujourd'hui deviennent assez omniprésente en termes de cas d'usage chez les entreprises et même dans le secteur public. Historiquement, on a une dichotomie des technologies conversationnelles en deux gros aspects. Donc, on en a rajouté un troisième. Du coup, donc les deux, c'est les chatbots B2C, donc chatbots pour les clients, et les chatbots business to employee, chatbots pour les employés, chatbots internes. Gartner, par exemple, les appelle les VCA et les VEA, donc Virtual Consumer Assistant, Virtual Employee Assistant. Une autre brique qui se développe énormément, c'est le conversationnel citoyen. C'est le fait que des collectivités, des villes, des régions commencent à proposer de plus en plus des chatbots à leurs administrés. Le conversationnel B2C, c'est un peu le conversationnel qui s'est développé de manière historique.
et qui est utilisé soit pour mettre en place des chatbots qui vont faire du SAV et du coup qui vont avoir des logiques d'efficience. Le but va être d'automatiser une partie de requêtes qui sont envoyées aux fonctions support et qui coûtent extrêmement cher. Une requête gérée par un service que vous payez, une requête simple va rapidement vous coûter 15 euros par requête et ça peut aller jusqu'à 50, 100, 150 euros sur des requêtes complexes. Du coup, le fait de les automatiser avec une intelligence artificielle, pour le coup, a un intérêt qui est bien sûr manifeste. Mais aujourd'hui, en B2C, on commence aussi à avoir des chatbots qui font pas seulement du SAV, mais qui vont, par exemple, pouvoir, donc, comme je le disais, s'intégrer au SI pour pouvoir faire, par exemple, la réservation de billets d'avion connectés à Amadeus, qui est le gros ERP de réservation dans l'hôtellerie et dans l'aviation, ou qui vont par exemple être connectés à un Magento ou à un Shopify pour pouvoir avoir accès et pouvoir payer directement, donc avoir accès à des catalogues et payer directement dans un chatbot réalisé jusqu'à l'acte d'achat. En B2C, les autres raisons pour lesquelles vous pouvez utiliser un chatbot, c'est par exemple du marketing automation et de la préqualification de lead. Vous arrivez, donc vous êtes en capacité de capter tous les flux sur votre site internet par exemple, et vous avez un petit chatbot qui va poser quelques questions pour pouvoir qualifier un lead, et en fonction de ce que va vous dire le lead, soit le router vers un agent, soit lui pousser des offres intéressantes. Sur du conversationnel citoyen, vous avez l'exemple, donc je ne sais pas si en Suisse le CovidBot, vous avez entendu parler du CovidBot, mais en tout cas le CovidBot c'est un chatbot qui a été mis en place par notre entreprise en février 2020 quand le Covid est arrivé en pro bono, qui répond automatiquement aux questions des citoyens sur le Covid, parce qu'en 2020 il y avait énormément de questions, de fake news, etc. sur le Covid, et on a même proposé dans ce chatbot qui est encore accessible. Donc, si vous êtes sur covidbot.fr, vous pouvez l'utiliser. Un formulaire d'autodiagnostic qui, en 20 questions, donc il a été créé par un institut de recherche, l'Institut Pasteur, vous permet de savoir si vous avez le Covid ou pas, en gros. 400 000 utilisateurs, le code était open source et du coup, il a été mis en place par une vingtaine de pays dans le monde. Et du coup, on se rend compte que les administrations sont de plus en plus obligées de répondre aux questions de leurs administrés qui ont de plus en plus d'attentes et sont de plus en plus exigeants sur les attentes au vu des administrés, soit nationales, soit locales. Donc, par exemple, un administré et un citoyen vis-à-vis de sa ville. Et du coup, c'est un nouveau moyen, ces chatbots, de faciliter les informations, à quelle heure ouvrent les bureaux de ma mairie, ou mettre en place ou faciliter l'accès aux services des villes. Et ensuite, le gros développement qui est plus nouveau, c'est ce qu'on appelle le conversationnel interne. C'est des chatbots qui sont mis en place dans des entreprises pour des collaborateurs afin de pouvoir faire deux choses. Des notions d'efficience et du coup automatiser une partie de support métier, donc support RH, support IT, support légal, support finance, procurement, etc. Donc ça, c'est pour des notions d'efficience. Et du coup, c'est les chatbots qui vont répondre automatiquement à des questions récurrentes sur ces thématiques de fonction support, mais qui vont aussi avoir vocation à améliorer l'expérience collaborateur en leur apportant un ensemble de services connectés à différents SI dans une interface unique. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, dans les entreprises, il y a trop de SI, il y a trop d'applications différentes, et du coup, cette transformation digitale qui a fait qu'on a mis en place 50, 60, 70 SI par entreprise grand compte, a apporté une complexité d'usage qui est énorme pour les utilisateurs finaux, qui leur complexifie l'accès à de l'information, donc perte de temps, et qui, en plus de ça, génère énormément de support parce que personne ne se rappelle de ces 70 mots de passe ou 70 moyens d'accéder à de l'information dans 70 ERP différents. Et du coup, ces technologies conversationnelles nous permettent de faire plusieurs choses, de pouvoir simplifier l'usage parce que tout l'accès vers les différents SI, donc bien sûr verticalisé par quel usage, va être dans une interface de chat, portable d'ailleurs sur Teams, sur n'importe quel média. Et en plus de ça, ça va avoir un autre aspect qui est intéressant, c'est réduire la fracture numérique. Comme vous le savez, les transformations digitales ont été très élitistes dans les grosses entreprises. Elles ont majoritairement concerné les fonctions sièges, mais dans les entreprises, et on a beaucoup de clients qui sont par exemple des clients industriels, dans lesquels on a des employés qui sont en mobilité, qui n'ont pas forcément de desktop, qui sont en usine, qui n'ont pas forcément même d'adresse email et du coup qui n'ont pas accès à tous les outils digitaux qui ont été mis en place. L'intérêt d'un chatbot, ça va être que vous allez pouvoir l'avoir toujours sur votre téléphone portable, votre mobile. Vous allez pouvoir scanner un QR code dans une usine qui est en fait le lien d'accès du chatbot pour pouvoir par exemple avoir directement accès à votre chatbot RH, même si vous êtes en mobilité et que vous n'avez pas de desktop.
Voilà, je vous laisse lire rapidement les autres cas d'usage, mais en tout cas, pour chaque, on va dire, pour chaque typologie d'agent conversationnel, vous aurez des objectifs qui vont être différents. Je vais terminer sur un exemple de cas d'usage. On avait la possibilité de faire soit un exemple de cas d'usage externe, soit un usage interne. On s'est dit qu'on allait plutôt partir sur de l'interne parce que comme c'est plus nouveau, je pense que tout le monde a déjà utilisé pas mal de chatbots qui étaient des chatbots B2C sur des sites internet. Et du coup, on va s'arrêter un petit peu sur un exemple de cas d'usage RH. Du coup, voilà, ce que vous pouvez avoir sur du RH, ça va être des chatbots qui vont avoir deux vocations. Une vocation question, de gestion de base de connaissances, donc question-réponse. Vous allez avoir une base de connaissances avec des questions et des réponses dans votre back-office de chatbot qui va être apprenant, donc ce qui va permettre à des gens, vos collaborateurs, de poser une question et ça va leur donner une réponse directement. Le but va être donc d'automatiser la réponse aux questions fréquentes, hein, automatiser le support niveau 0. Mais en plus de ça, vous allez pouvoir aussi donc, brancher de manière personnalisée votre technologie dans le SI, dans votre SIRH pour pouvoir, par exemple, permettre, même en vocal, j'aimerais partir en congé du 18 mai au 15 mai, et avec le chatbot qui va vous dire, pas de souci Salim, avec grand plaisir, est-ce que tu veux des congés payés ou d'autres types de congés? Je vais dire, des congés payés, il me dit, pas de souci, je les ai posés directement dans ton SIRH ou j'ai demandé la validation à ton manager. Donc aujourd'hui, on commence à être en mesure de mettre en place des cas d'usage complexes. Et par exemple, pour vous donner des petits exemples de chiffres et d'efficience sur des clients, je pense que vous connaissez tous la SNCF, donc, qui est l'opérateur de chemin de fer français, qui est de temps en temps public, de temps en temps privé en fonction des années, mais qui est un opérateur qui est historiquement public et qui est en train de privatiser une partie de ses activités. Donc SNCF Réseau, c'est une des 5 grosses filiales de SNCF qui a mis en place, donc on a mis en place avec eux un chatbot RH il y a 2 ans. Aujourd'hui, ce chatbot RH, c'est 15 000 utilisateurs, on automatise la réponse à 20 000 questions par mois. On a 88% de réponses directes du chatbot. C'est-à-dire que sur toutes les personnes qui se connectent, sur 100 questions qui sont posées au chatbot, il y en a 88 qui ont une réponse directe et une bonne réponse. Parce qu'on a un très faible taux d'erreur, on a moins d'1% de taux d'erreur. La satisfaction des employés est bien sûr énorme, mais on a aussi une énorme satisfaction des agents, donc agents RH, parce que ça leur facilite bien sûr énormément leur vie. Pour vous donner des petits chiffres d'efficience, les économies qui sont et ça c'est le B-case interne de la SNCF. C'est pas nous qui avons créé notre B-case, sont évalués par an à peu près 3 millions d'euros. Et du coup, on est sur et on parle donc d'efficience, ça ne veut pas dire qu'ils suppriment des postes, donc ça c'est du temps qui est gagné. Le but étant de réallouer ce temps sur des activités à plus forte valeur ajoutée. Dans le cadre de la RH, ça va être de passer du temps sur le terrain et sur des choses un petit peu plus complexes. Mais c'est juste pour vous montrer qu'aujourd'hui, le chatbot n'est plus gadget, le chatbot devient un outil d'automatisation, un outil d'efficience et un outil d'amélioration de l'expérience utilisateur en lui proposant tout un ensemble de services de manière directe dans une interface conversationnelle. Il nous reste 2 minutes et du coup, je vais vous remercier d'être resté jusque-là. Et du coup, on va avec Maxence maintenant répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. On a 11 minutes devant nous. Allô. Exactement. Du coup, donc, merci pour les questions. On va commencer à répondre aux questions. J'ai 2 questions maintenant. La première de Francesco, qui est l'approche landbot.io me semble plus réaliste en ce moment, pas vraiment de AI, ou plutôt du machine learning, pas de vrai chatbot. Que pensez-vous de cet art décisionnel plus ou moins? Donc déjà, la première chose que je dirais, c'est que c'est pas parce qu'un chatbot n'a pas d'AI ou de machine learning que c'est pas un chatbot. Comme je disais, c'est des technologies qui sont différentes et des briques fonctionnelles qui sont différentes, mais il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, il y en a un qui est mieux que l'autre en fonction d'un certain cas d'usage. L'approche Landbot, c'est une approche, donc Landbot, c'est un éditeur de chatbot no-code
qui permet de manière visuelle de créer des chatbots qui sont très orientés chatbot formulaire et qualification marketing pour des entreprises qui sont plutôt des petites entreprises. En gros, ça permet de créer simplement des chatbots en faisant du drag and drop et en faisant de la réception d'informations. Et ils ont quelques applications intégration. Du coup, pour ce genre de chatbot de qualification, c'est très pertinent et honnêtement, Landbot, c'est un super éditeur et pour le coup, ils ont une belle croissance. Pour faire des chatbots qui sont un peu plus complexes, dans lesquels il y a besoin, par exemple, donc un chatbot support, vous allez avoir besoin de pouvoir comprendre des questions. Les gens vous posent des questions, il faut que vous les compreniez pour pouvoir, par exemple, répondre à ces questions ou si le chatbot n'a pas répondu à la question, que vous ayez des gens du support qui puissent les traiter en temps deux avec des phénomènes d'escalade. Donc très, très important. La NLP sera très importante pour pouvoir faire du Q&A et faire de l'escalade et faire de l'apprentissage supervisé. Donc sur les chatbots support, vous aurez plus besoin de cette approche. Et en plus de ça, et du coup, je vais répondre à d'autres questions qui sont posées en même temps. Il y a certains chatbots sur lesquels vous allez avoir besoin, donc chez des gros clients, de les intégrer à votre SI en on-prem par exemple, de faire du versionning, de donner accès au code à la DSI parce que vous devez collaborer sur des projets qui sont beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus complexes. Et du coup, sur ce type de chatbot, les éditeurs no-code seront un peu limités. Deuxième question. Tac, tac, tac. Quelles limites pour un service financier online, sécurité, etc. En fait, les limites sont les mêmes limites que tout éditeur avec lequel vous allez travailler. Les services financiers ont des enjeux de sécurité des données et de RGPD qui sont des enjeux qui sont hyper prégnantes. On travaille avec, nous personnellement, avec des services financiers, on travaille même avec le ministère des Armées. Les enjeux, ça va être assez souvent de pouvoir leur proposer des expériences qui vont être hébergées sur leur serveur, donc on-premise, pour s'assurer que toutes les données sortent pas de leur serveur. Les services financiers ont un enjeu d'avoir accès et d'avoir un contrôle sur toutes les transitions de données, encore plus prégnantes que pas mal d'autres acteurs. Pour un projet de ce type, un développement spécifique a-t-il été nécessaire ou est-il suffisant d'intégrer et paramétrer une solution de commerce ? Si vous parlez du projet de SNCF qui répond automatiquement à 20 000 questions par mois, il n'y a pas eu de développement spécifique. C'est un produit SaaS on the shelf qui est paramétrable. Donc, il y a un accompagnement de setup avec un paramétrage. Il faut entraîner un petit peu la base de connaissances et former des administrateurs métiers. Mais on n'a pas eu besoin de développement spécifique. Par contre, quand on commence à rajouter des fonctionnalités et des cas d'usage qui sont intégrés, il y a une petite partie de développement effectivement à prévoir. Par exemple, pour la connecter avec votre SIRH, votre système de gestion des congés, votre système de gestion d'absence. Du coup, donc sur toute la partie déployer un chatbot qui est basé sur une base de connaissances, il n'y a pas besoin de développement spécifique. Quand vous allez commencer à lui rajouter des fonctionnalités qui sont intégrées avec votre SI, vous aurez besoin de développement spécifique. J'ai une dernière question qui a été, je pense, coupée. Mais n'hésitez pas à poser d'autres questions. Quelle limite pour un service financier, on en a parlé. Projet spécifique, on en a parlé. L'approche Landbot, on en a parlé. Je crois qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. N'hésitez pas à continuer à poser des questions si vous en avez. Et du coup, donc, pour répondre à la question que vous pourriez avoir et que vous ne posez pas, il y a donc comme je l'ai dit, vous pouvez avoir plusieurs approches différentes en fonction des cas d'usage sur lesquels vous voulez vous voulez déployer des chatbots. On a fait par exemple avec on a développé ce qu'on appelle un chatbot e-commerce, un chatbot Shopify, qui était extrêmement intégré avec un Shopify et qui permettait sur Messenger, j'ai une question intéressante, qui permettait sur Messenger d'avoir l'intégralité d'un parcours d'achat qui était connecté en live avec un catalogue qui était le catalogue d'une marque, qui était une marque de cosmétiques et qui permettait non seulement de faire
l'automatisation de support, mais en plus de ça, de faire l'automatisation d'actes d'achat qui permettait d'acheter directement des produits. Et pour le coup, il a à peu près 1 million de messages par mois. Et du coup, donc non seulement l'efficience sur le support est mesurable, mais en plus, il génère de l'upsell automatiquement. Vous avez parlé de CSML en quelques mots comparé à Rasa, si vous connaissez. Du coup, donc Rasa, c'est aussi une technologie qui est une technologie open source, qui est aussi liée à des chatbots, mais qui est différente. Rasa, c'est un éditeur de NLU, c'est-à-dire qu'en gros, ils sont spécialisés dans les algorithmes de compréhension du langage qui permettent de comprendre une phrase humaine, donc, naturelle, et de faire des actions derrière. Le CSML est un langage de programmation qui est spécialisé dans la création d'interactions conversationnelles entre un homme et une machine. On va se servir de différents algorithmes de NLP ou NLU ou différents éditeurs. Du coup, on s'intègre avec Rasa, par exemple, ou avec d'autres, Dialogflow de Google, Lex d'AWS, pour pouvoir utiliser leur système de NLU. Et le CSML va vous permettre de développer des expériences qui sont riches, contextualisées et intégrées avec n'importe quel système d'information. Le CSML, il permet de faire des sortes d'apps conversationnelles hyper riches et hyper intégrées, comme des skills Alexa, en fait. Ça vous permet de faire, en gros, de développer des cas d'usage très complexes et très riches de manière assez simple sur lesquels vous avez la main. La NLU, comme Rasa, sera quelque chose qu'on pourra consommer dans le CSML. Et c'est d'ailleurs dans le cadre de l'intégration en CSML que Smile intervient. Exactement. Et du coup, Smile, par exemple, nous aide aussi par exemple, quand on développe des chatbots on-premise, on va pouvoir utiliser le CSML et Rasa. Et on a déjà travaillé avec Smile pour pouvoir l'héberger chez un client. Oui, totalement. Il est possible de joindre Rasa et le CSML. Dans CSML, vous allez sur csml.dev, vous pouvez vous faire un compte développeur et vous allez voir que vous pouvez directement lier votre compte Rasa avec votre compte CSML. Quel est le temps moyen de mise en place d'un chatbot interne? Maxence, est-ce que tu veux prendre cette question ou tu veux que en fait, c'est assez fluctuant. Il y a, comme tu le disais, il y a un temps de setup pour commencer à répondre, à faire apprendre le chatbot à répondre aux questions. Donc, c'est la mise en place de toute la base de connaissances, l'initié. Et après, ça va dépendre aussi justement de l'intégration avec votre SI interne, le nombre de solutions avec lesquelles on va interagir. Donc, justement, nous, on a mis en place une méthodologie assez normée, industrialisée, qui nous permet entre 8 à 12 semaines pour mettre en place un chatbot intégré avec une première intégration avec votre SI. Entre le kick-off et le déploiement. Exactement. C'est assez rapide. Il nous reste 2 minutes. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Mais en tout cas, c'est assez rapide et surtout, la solution de Clévy est un chatbot qui évolue, en tout cas qui, dès qu'une réponse n'est pas trouvée, on peut interagir avec quelqu'un derrière au niveau back-office et au fur et à mesure, la solution va auto-apprendre. On a une dernière question, donc 1 minute 30 pour répondre. Est une API vraiment interopérable, même si open source, elle fonctionne sans révéler du code ni de base de données? Vont les API évoluer pour tester un algorithme ou contrôler la qualité des données? Du coup, il y a une différence entre les API et le fait que le CSML soit open source. Open source, ça veut dire que le code du CSML, l'engine, est éditable et contrôlable sur GitHub par n'importe quelle personne. Est-ce qu'une API est vraiment interopérable? Une API n'est pas interopérable. Une API est une interface avec un logiciel qui rend ce logiciel interopérable. C'est-à-dire qu'elle permet à des systèmes tierces ou des logiciels tierces de pouvoir appeler des données et d'interagir avec le logiciel en fonction des droits qui sont permis par les personnes qui ont codé l'API. C'est-à-dire qu'il y a certaines API qui vous donnent juste des droits de lecture et même pas d'écriture sur des logiciels sur lesquels vous ne pourrez pas faire énormément de choses. Ce qui va rendre interopérable un outil ou pas, ça va être la qualité des API. Mais on a d'autres systèmes, par exemple en RPA, on a d'autres systèmes de se connecter avec n'importe quel logiciel. Quel est le coût de la mise en place d'un bot simple?
en 20 secondes. Quel est le coût de mise en place d'un bot simple? Pareil, ça va dépendre du cas d'usage énormément. Pour des bots qui sont industriels, pour des grosses entreprises, on va commencer à peu près 5-7 000 euros sur des chatbots pour des entreprises de taille intermédiaire et des grosses entreprises, ce sera plus aux alentours de 15 000 euros. Merci à tous. Merci. Je pense qu'on a été coupé.